Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le dimanche 9 février et vous écoutez maintenant On en parle à Taïwan. Cette émission sera suivie des 2 épisodes musicaux du dimanche. Partitions orientales de François-Xavier Boulet, suivi de Sous des cieux amplifiés par Aurélien Rossanino. Très bonne écoute à vous. Dans On en parle à Taïwan, cette semaine, vous êtes en compagnie de Florian Dai, Lisa Dufaux et François-Xavier Boulet. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler de sujets très variés. Moi, j'ai choisi mon sujet en me fiant à mes oreilles. Pour un épisode de radio, c'est pas mal. Parce qu'en fait, jeudi dernier, il y avait beaucoup de bruit dans la rue. Voilà, du bruit. J'aime ce genre de bruit d'ailleurs. Même cette semaine, non ? Cette semaine à plusieurs moments, mais jeudi, c'était assez intense. Moi, je vais vous parler de santé publique, du système de santé taïwanais. Alors moi, ce ne sera pas un bruit qui fait de la santé publique ou de la santé publique qui fait du bruit, mais il y a un petit peu des deux quand même. On reviendra sur une grande vague de vaccination suite au décès de l'artiste taïwanaise Barbichu. Par quoi on commence du coup ? Est-ce que vous voulez... Je propose de commencer. Vas-y. Je voulais vous parler donc du système de santé taïwanais, puisque le système d'assurance santé nationale taïwanais fête cette année ses 30 ans. Sa création remonte à 1995, à une époque où 40% de la population taïwanaise ne disposait d'aucune assurance santé. Donc l'objectif était de créer une couverture universelle avec des soins médicaux de qualité, des coûts raisonnables. Et 30 ans plus tard, on peut dire que l'objectif a été atteint, même s'il reste bien sûr de nombreux points qui peuvent être améliorés. Et en fait, je voulais vous parler plus précisément d'une étude, enfin, pas vraiment d'une étude, d'un sondage de la plateforme Numbeo, qui est une plateforme en ligne qui fonctionne avec du crowdsourcing, de la production participative, pour récolter des données sur la perception des prix à la consommation, des prix de l'immobilier et de la qualité de vie. Et chaque année, cette plateforme établit un classement des meilleurs systèmes de santé dans le monde. Et si ce classement est connu à Taïwan et arrive jusque dans les médias taïwanais, c'est parce que Taïwan est assez favorisé dans ce classement, puisqu'il a encore une fois cette année été classé premier du classement, et ce pour la 7e année d'affilée. Ah ouais. L'OMS, quant à elle, n'a pas publié de classement depuis plus de 20 ans, et Taïwan n'est de toute manière pas membre de l'ONU ou de l'OMS. Et puis, il y a 20 ans, le système de santé taïwanais d'assurance maladie datait seulement de 10 ans, avait seulement 10 ans. Voilà. Il y a aussi le classement du Legatum Institute, un institut de recherche basé à Londres, qui établit chaque année un indice de la prospérité et classe 167 pays dans diverses catégories. Il y a le volet santé qui place en haut du panier les systèmes de soins asiatiques, puisqu'elles arrivent en tête avec Singapour, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et la Chine. Et la France, quant à elle, occupe une 20e place qui la classe derrière les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie ou encore Malte. Ah, c'est étonnant, ça fait un peu loin derrière, quoi. Alors la France, elle, continue à se fier au classement de l'OMS d'il y a 20 ans pour dire qu'ils sont les premiers et qu'ils ont qu'on a le meilleur système de santé et d'assurance maladie. Voilà, mais si l'on revient au classement de Numbeo pour l'année 2025, on peut voir que Taïwan a obtenu 86,5 points sur 100, soit une petite augmentation de 0,5 points par rapport à l'année dernière. En seconde position, on trouve la Corée du Sud avec un score de 82,8, puis le Japon avec 80, les Pays-Bas avec 79,3, ainsi que le Danemark avec 78,4. Ensuite, on a l'Autriche avec 77,9, la France avec 77,7, la Finlande avec 77,5, mais aussi la Thaïlande avec un score de 77,5 et enfin, en 10e position, l'Espagne avec 77,3 points. D'accord, c'est assez serré de 5 à 10. Voilà, mais il faut quand même garder à l'esprit que ces classements indiquent plutôt une tendance générale
Et surtout, c'est un avis de satisfaction des utilisateurs de ces services. Donc, c'est pas vraiment, ça reflète pas forcément la qualité effective des soins du système, la réactivité ou ce genre de choses, au changement de la demande. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est plus la perception des usagers, des citoyens, plutôt que vraiment une étude... Sur la qui serait pas scientifique, mais disons faite par des statisticiens. Donc il faut quand même relativiser les résultats, je pense. Ça porte vraiment sur est-ce que les gens sont satisfaits de ce qui est proposé et pas sur la qualité de ce qui est proposé. Oui, ou en fait la perception de la qualité. Pour les systèmes de santé. C'est même pas la satisfaction, c'est la perception de la qualité. D'accord. Et donc ça a aussi beaucoup à voir en fait avec toute la communication qui est faite autour de tout le système de soins. Tout à fait. Et puis le climat politique aussi. On sait qu'en France, on a tendance à un petit peu plus se plaindre, à être un peu plus critique. Peut-être que ça joue aussi. À Taïwan, les gens ont tendance à plus être fiers, disons, de leur système, à revendiquer aussi, puisque Taïwan n'est pas reconnu à l'international. Donc ils ont tendance à dire non, nous, ça fonctionne. Enfin, je pense qu'il y a ce genre de petits facteurs psychologiques qui jouent aussi dans ce classement. Donc il ne faut pas trop prendre, je pense, ce classement au sérieux. Mais quand même, ça reflète une tendance, puisque même l'autre sondage avait des résultats similaires. Puis cette année d'affilée, quand même. C'est vrai que le système taïwanais fonctionne bien de manière générale. Mais il y a très très peu d'attentes, c'est peu cher quand on est assuré. Ça peut jouer. Le fait que tu attends peu. Oui, c'est un des critères principaux, je pense. Tu as un bon reçu de ce système de santé. Est-ce que ça veut dire que tu es pris en compte, ou ta santé est prise en compte au même niveau qualitatif qu'un autre pays où tu attendrais plus longtemps? Ça, c'est aussi à prendre en compte et le système ne le dit pas forcément. Donc, c'est peut-être biaisé, en effet. C'est vrai que j'en discutais avec une amie taïwanaise justement cette semaine. Et par exemple, à Taïwan, si on veut voir un cardiologue, un ophtalmo, on peut le voir le jour même. Oui. Alors qu'en France, je ne sais pas, dans certains endroits, peut-être qu'il faut attendre 6 mois pour avoir ce genre de rendez-vous. Mais en revanche, si une fois que tu as le rendez-vous, alors tu vas peut-être attendre toute l'après-midi à l'hôpital. Bon, là, on est à Taipei aussi. Peut-être si on est en campagne, c'est peut-être un peu différent aussi. Différent, tout à oui, fait. mais c'est vrai. En grande ville, c'est vrai qu'en une demi-journée ou une journée, on peut faire beaucoup d'examens selon ce qu'il y a besoin. Oui. Mais une fois qu'on arrive devant le médecin, je trouve que la grande différence, par exemple, avec mon expérience en France, c'est qu'on va être pris en charge vraiment dans un laps de temps très court. Et souvent, il n'y a pas d'auscultation. Donc, il n'y a pas Ils vont de peut-être toucher. Prendre le pouls, mais pas forcément. Oui, à la limite. C'est surtout si c'est les cliniques chinoises traditionnelles. Mais pour les autres... Parfois, ils posent juste quelques questions standardisées, en fait, ou bien quelqu'un d'autre. Avant, le médecin pose toute une série de questions. Oui, en fait, on demande pourquoi vous êtes là. On explique, et puis il faut donner vraiment le maximum d'informations possible, parce que on sait que le médecin ne va pas forcément poser énormément de questions. Donc, il faut vraiment soi-même avoir préparé quelque chose. Et après, c'est très, très rapide. En fait, en 5 minutes, on peut être dehors, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Avec une prescription qui est parfois assez importante. Oui, avec énormément de médicaments, de cachets à prendre. C'est assez impressionnant par rapport à la France. Et je disais aussi à cette amie que parfois, même en France, les rendez-vous peuvent durer 30 minutes et que le médecin va même nous demander nos hobbies ou ce genre de choses. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois où le médecin commence à parler de son hobby, la planche à voile. Il fait la planche à voile dans le monde entier. Ça, c'était mon dentiste. Enfin, ce genre de choses, quoi. Et du coup, le patient qui attend arrive, derrière, il dit dépêchez-vous de là, pour le coup, c'est un peu... Quelque chose qui m'avait aussi marqué, c'est le manque d'intimité qu'il peut y avoir dans ces consultations avec les médecins, où c'est dans un espace qui est parfois semi-ouvert, avec les personnes qui attendent, qui peuvent entendre la conversation. Parfois, c'est comme ça. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de dire simplement, j'aimerais bien que l'autre personne ne soit pas là, dans un cabinet de gynécologie en plus. Donc j'ai dit, je veux bien que l'autre personne attende derrière, si c'est possible. Et puis, pas de souci, la personne est sortie et voilà. Mais quand même, j'ai trouvé ça plus drôle que dérangeant, en fait. Oui, non, c'est plus pour... Enfin, oui, effectivement, quand c'est gynécologie, on dit la moindre des choses. À moins que ça dépend si c'est un autre patient ou une patiente. Oui, c'était la suivante, oui. Ah, qui était déjà dans la pièce. D'accord. Ça, c'est étonnant. Dans un hôpital, en plus. Dans un hôpital, ouais.
Mais bon, voilà, après... Ou sinon, dans un autre hôpital aussi, mais pour les consultations, le médecin était juste à côté de l'espace où les gens attendaient, en fait, et donc on entendait toutes les conversations. Ah oui. Et ça, je trouvais ça aussi assez surprenant comme différence. Oui. Enfin, il te demande la dernière fois que vous avez eu vos règles, et puis plein d'autres trucs parmi plusieurs questions, quoi. Mais donc, oui. j'étais là, bon, d'accord. Bon, bah, tout le monde sera au courant. Et puis, en attendant, j'étais au courant aussi des petits bobos des autres. Donc... Ça permet de faire passer le temps dans la salle d'attente. Ouais. Ça fait une petite enquête sur la santé publique. Pour quelles raisons est-ce que les gens vont voir le médecin? Mais du coup, les Taïwanais s'en satisfont à 100% par rapport au reste du monde, quoi. Ouais. En tout cas, à 70. À 70%. 80... C'est ça qui est intéressant. 82,8%. Voilà, pour être précis. Et c'est la 7e année consécutive. Eh ben. Donc, on en est à la santé. Est-ce que Fix, tu veux prendre la suite? Moi, c'est santé, oui et non. C'est café? Voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est santé ni café. On va parler de Barbie Hsu. Vous la connaissez sans doute sous son nom au moins de Ta S, donc le grand S. Une artiste qui était dans le showbiz taïwanais. Une présentatrice télé, chanteuse et actrice. Voilà. On en avait entendu parler beaucoup pour son mariage et puis divorce qui était assez difficile avec un conjoint chinois. Ouais, pas que. Mais oui, elle a eu une romance très très agitée en effet. Depuis le Japon jusqu'à la Chine en passant par la Corée et par Taïwan en effet. Bah c'est ça, depuis une semaine on parle que de ça à la télé taïwanaise. Oui, voilà. À chaque fois qu'on va au restaurant, c'est... En fait, c'est une famille où les deux frangines avaient monté quand elles étaient plus jeunes un groupe. Et du coup, elles étaient connues comme la grande S et petite S parce que leur groupe c'était SOS ou quelque chose comme ça, je crois, les deux sisters. D'accord. Chou, alors qu'elle s'appelle Chu. Mais Barbie Hsu, donc, était la grande sœur, a tout de suite percé dans le showbiz, puis dans un film. Et du coup, elle a eu une carrière toute tracée dans le showbiz, quand sa petite sœur, elle, est restée finalement dans la présentation télé, également personnage public en fait à Taïwan, même si c'est plutôt la grande qui est assez connue, et qui est décédée tristement en fait des complications d'une grippe lors des congés du Nouvel An lunaire, alors qu'elle était au Japon. En fait, c'est une grippe qui s'est compliquée en pneumonie. Je vais y arriver, c'est pas facile. Et vu qu'elle était assez connue dans le showbiz, ça a choqué les Taïwanais parce qu'elle avait que 48 ans en fait. Et du coup, ce qui s'est passé suite à ça, dès l'annonce en fait de cette nouvelle, il y a eu une ruée vers la vaccination anti-grippe à Taïwan, au point qu'on est passé de moins de 10 000 vaccins journaliers à plus de 40 000, voire 50 000 par jour dès l'annonce du décès de Grande S en fait. Voilà, parce que on le sait, cette année, le virus grippal est assez contagieux, il est assez virulent. Donc il a déjà plusieurs centaines de décès à Taïwan, en Asie aussi. En Europe apparemment il est tout aussi virulent. Donc tout le monde s'inquiète un petit peu, au point que les autorités publiques se sont dit il faut peut-être qu'on fasse quelque chose parce qu'on arrive à une pénurie des vaccins. Alors attention, quand on dit pénurie des vaccins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vaccins à Taïwan, ça veut dire pour les vaccins publics, donc ceux qui sont pris en charge, subventionnés par l'État, donc gratuits pour les populations à risque. Et il y a 11 groupes qui sont classés à risque à Taïwan. On va revenir dans le détail de ça, sachant que la réserve c'est 100 000 doses et qu'en 2 jours, finalement, on est passé de plus de 100 000 doses à moins de 30 000 doses parce que entre 40 et 50 000 vaccins par jour, ça diminue très très vite. Et le Premier ministre Cho Jong-tai a d'ailleurs déclaré que le vaccin qui est subventionné par l'État allait sans doute être épuisé d'ici la fin de cette semaine, voire tout début de semaine prochaine, lundi ou mardi. Et du coup, il a autorisé le ministère de la Santé à acquérir 100 000 nouvelles doses. Le ministère de la Santé disait « Oui, mais avec le gel du budget et les coupes budgétaires, on n'a pas le budget pour acheter ça. » Et le Premier ministre a dit « Il ne faut pas politiser la chose. Ces vaccins-là comptent pour l'année dernière. On a encore du budget de l'année dernière, donc on achète. Point barre. » Voilà, grosso modo, un peu pour résumer cette situation. Du coup, il y a 100 000 doses qui sont achetées cette semaine par le gouvernement et qui doivent être disponibles d'ici le 20 février prochain pour assurer la vaccination des groupes à risque.
Alors, les 11 groupes à risque, c'est lesquels? D'abord, les 65 ans et plus. Ensuite, les aborigènes ou autochtones de 55 ans et plus, puisqu'ils ont une durée de vie moins longue que les Taïwanais en général, apparemment. Il y a les enfants de 6 mois ou jusqu'à l'école préscolaire, donc entre 6 mois et 2 ans. Il y a les femmes enceintes, les parents ou tuteurs de nourrissons de moins de 6 mois, les élèves de primaire et de secondaire. Il y a le groupe des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ou autres pathologies rares et graves, bien sûr. Il y a tout le personnel médical ou de prévention des épidémies. Il y a tous les travailleurs et employés auprès de la petite enfance. Il y a aussi le groupe du personnel dans les maisons de retraite, des établissements de soins de longue durée, que ce soit les employés ou les résidents. Et puis enfin, le 11e groupe, c'est celui du personnel de prévention des épidémies liées au bétail et aux animaux. Donc eux ont le vaccin gratuit pour le vaccin antigrippal tous les ans. Ça représente environ 200 à 300 000 personnes. Donc s'ils passent tous au vaccin cette année, normalement les 100 000 doses supplémentaires que Taïwan doit acquérir et qui doivent arriver d'ici le 20 février prochain devraient couvrir toute cette population à risque. Sachant que, et le ministère de la Santé insiste dessus, il y a suffisamment de vaccins autofinancés par tout un commun en fait. Donc on n'est pas une population à risque, on va chez le médecin ou en clinique ou à l'hôpital, on demande un vaccin, on peut l'avoir facilement. Il y a entre 400 et 500 000 doses disponibles sur le marché à Taïwan, mais c'est à nos propres frais. Et ça coûte combien? Ça, c'est une excellente question. Et apparemment, ça dépend des instituts ou des établissements cliniques dans lesquels on va se faire vacciner, mais ça peut varier de 25 à 45 euros. Donc ça, c'est quand c'est à notre propre charge, sachant que peut-être la complémentaire santé peut prendre en charge aussi une partie en fonction de l'assurance de tout un chacun. Oui, il me semble aussi qu'il y a différents types de vaccins selon combien de virus sont couverts. Donc c'est peut-être aussi un facteur à prendre en compte selon quelle couverture on souhaite prendre. Voilà, sachant que chaque année aussi, le vaccin antigrippal, c'est un petit peu à pile ou face en fait. Il est remis à jour en fonction des probabilités les plus proches. Est-ce qu'il est mixé à d'autres vaccins? Ça peut dépendre aussi des patients. Ouais. Auquel cas, les prix changent aussi. Voilà. Ça, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas un seul virus de grippe, mais de très nombreux virus. Tout à fait. En tout cas, pour un rappel des chiffres, on peut rappeler que le Centre de contrôle des maladies de Taïwan a tiré la sonnette d'alarme par rapport à la situation grippale à Taïwan cette année, puisqu'on dépasse un record des 10 dernières années en termes de visites, de consultations médicales liées à la grippe et en termes aussi de ravage du virus tout simplement, puisque jusqu'avant le Nouvel An lunaire, c'était 140 000 consultations par semaine. Et c'était un record explosé en fait des 10 dernières années. Normalement, on est à 80 000, 90 000 pendant la période de l'hiver. Et là, on a fait un bond à 140 000 avant le Nouvel An. Ça a augmenté jusqu'à 160 000 en période des congés lunaires, avant de rebaisser progressivement, sachant que Taïwan a quand même recensé plus de 700 cas graves de grippe, 57% de personnes âgées de plus de 65 ans atteintes, et on déplore déjà 152 décès. Voilà, liés à la grippe cet hiver à Taïwan. D'accord, donc effectivement, Barbichu a un peu mis un coup de projecteur involontairement sur ce problème-là, mais c'est pas du tout la seule à mourir de la grippe, du virus de la grippe. En général, c'est plutôt des personnes plus âgées ou plus à risque qui en souffrent. Alors là, elle a eu des complications qui ont fait que ça s'est développé en pneumonie, peut-être par rapport à une maladie pulmonaire qui n'était pas connue. C'est un peu compliqué. Et après, vu que c'est une personnalité publique, dans les médias, il y a pas mal de rumeurs. Tout le monde croit savoir exactement ce qu'il y avait ou pas. Ça reste compliqué, c'est sûr. Elle était peut-être à risque aussi avec des conditions qu'on ignore. Tout à fait. En tout cas, voilà, on parle d'elle parce qu'elle est connue dans les médias. Son décès est au même titre triste que les 152 autres, en fait, que Taïwan recense des mêmes maladies, quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, alors on va changer un petit peu d'ambiance. On va essayer de retrouver un petit peu de bonheur. Voilà, on parlait des célébrations du Nouvel An, mais en fait, il n'y a pas que le Nouvel An.
Donc, jeudi, vers midi, à partir de 11h, est-ce que vous avez aussi entendu du bruit, vous? Parce que tout à l'heure, je n'avais pas trop dit de quoi il s'agissait. Moi, j'ai entendu plein de boum boum, Ce jeudi. Ce jeudi, des pétards. Exactement. Moi aussi, j'ai entendu À la des radio pétards. aussi, d'ailleurs. J'en ai entendu un petit peu toute la semaine, en fait, D'accord. honnêtement. Mais ce jeudi, j'ai c'était pas le bouquet final des pétards, particulièrement quand même. remarqué... Ah ouais, pas plus? Parce que moi, j'en ai entendu, et puis je voyais bien que c'était pas que près d'un temple, c'était à beaucoup d'endroits différents aussi, devant plusieurs maisons, que ça venait un petit peu de différents côtés, et que ça a continué pendant assez longtemps, en fait. Ça a commencé très tôt le matin, et ça a continué, Ça a commencé toute très la tôt, matinée, et puis la matinée, au moment de 11h, je pense qu'il y a eu un gros boom, parce que c'est aussi une heure à laquelle beaucoup de gens mettent les pétards. Donc, les pétards, c'est un élément de célébration, et souvent de célébration religieuse, ou en lien avec les croyances populaires. Oui. Et donc, eh bien, jeudi, c'était le 9e jour de l'an, et le 9e jour de l'an, c'est Tiangongsheng, c'est-à-dire l'anniversaire de l'empereur de Jade, ou empereur céleste, qui est la divinité la plus importante dans le monde chinois. Donc c'est une divinité qui a commencé à être révérée au plus tard pendant la dynastie des Shang. Examen, quand est-ce que il y avait la dynastie Shang? Oh non, je suis nulle en date. Oh, c'était il y a très très longtemps, tu sais pas? C'était il y a très très longtemps. Mais tu vas nous éclairer? C'était entre le 17e et le 11e siècle avant Jésus-Christ. Oui. Voilà, donc Ok. c'est la révération de cet empereur de Jade avait commencé au moins à ce moment-là, peut-être plus tôt. Après, il y a peu d'informations, mais pendant la dynastie des Shang, on voit déjà des caractères qui ont été liés à cette divinité, comme le Di de Shangdi, l'empereur, gravés sur des os et des carapaces de tortues. Actuellement, c'est le 9e jour de l'an, le jour de l'anniversaire de cet empereur, est célébré surtout au sud de la Chine par les communautés Minnan et Chaoshan, mais aussi les communautés chinoises en Malaisie, à Singapour et dans l'Asie du Sud-Est. À Taïwan aussi, il reste quand même À Taïwan énormément, très bien très sûr. célèbre, puisque ça reste quand même la divinité qui est, je crois, à la tête de la hiérarchie du taoïsme. C'est ça, ouais. C'est celui qui régit tout l'empire céleste, Ouais. donc tout ce qui se passe là-haut. Mm, mm. Voilà. Et donc, bien sûr, à Taïwan, il est aussi très célébré. Et donc, il y a toute une série de rites et de tabous autour de cet anniversaire. Ça commence la veille avec l'interdiction de manger de la viande ou des produits hun, donc qui sont plutôt stimulants aussi. Ça inclut l'ail, l'oignon, le piment, tout ce qui est... Gingembre. Le gingembre, voilà. Et donc, il faut aussi se laver et porter des vêtements propres la veille, ou à partir de la veille. Ensuite, la célébration de l'anniversaire de l'empereur de Jade commence la veille au soir, en fait, au moment du passage au 9e jour de l'an, c'est-à-dire à 11h du soir, et pas minuit. Ouais. Et il y a aussi tout un moment de célébration au premier rayon du soleil, et puis vers midi, donc entre 11h et 1h, donc l'heure qui dure 2 heures, qui est celle du milieu de la journée. Pour les célébrations, qu'est-ce qu'on fait d'après vous quand on prie un dieu, un anniversaire de Dieu? On va présenter les bâtons d'encens, Il y a des le verre bâtons d'alcool. On va donner des offrandes. Ouais, Et puis la table d'offrande, ouais, avec des fruits. avec des Avec quoi encore? Je sais pas. J'ai vu Des les fruits, commerces. des snacks, C'est ça, les de commerces présentent les l'alcool. petites tables Ouais, un peu comme des pour jus de fruits, Pudicon. des sodas. des bonbons aussi. En fait, oui, ce sont des petites tables souvent rouges ou bien recouvertes d'une nappe rouge, Oui, qui sont souvent des petites tables pas très très grandes, pliantes d'ailleurs. c'est ça, ouais. Et c'est ça, donc il y a des fruits, des oranges, des pommes, des ananas aussi, et puis du papier monnaie à brûler. Donc tous les gens ont en fait un petit brasero qu'ils mettent dans la rue, dans lesquels ils brûlent plusieurs sortes. En fait, selon l'occasion, il y a des papiers différents aussi à brûler. Et donc, pour l'anniversaire de l'empereur de Jade, il faut un papier 2 fois plus grand que celui de d'habitude. Oui. Voilà, c'est un dieu important. Un papier monnaie spécial.
Voilà, et donc en fait, chacun va faire sa petite table à offrande en fait, devant sa porte, sur le trottoir, et mettre les pétards aussi. Et donc c'était ça qu'on entendait, et qui a capté mon attention, que je voulais partager aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi toute une série de tabous, de choses qu'il ne faut pas faire ou pas dire, ou... Voilà. Trop tard. Oui, alors c'est effectivement trop tard, mais pour l'année prochaine, on le saura. À votre avis? Je dirais peut-être ne pas dire de mauvaises choses contre ses voisins, contre, de ne pas faire de médisance, ce genre de choses. Effectivement, il y a toute une série de tabous autour de choses mauvaises, donc on ne peut pas insulter, se mettre en colère, parce que l'empereur de Jade va faire une tournée, en fait, et s'il voit ça, ça risque de porter malchance pour l'année. Il faut aussi éviter de jurer ou de faire des promesses à la légère, surtout des choses négatives dans le couple, par exemple. Même si on ne le pense pas, il ne faut pas dire des choses « Ah, si tu fais ça, après, tu ne me reverras plus » ou ce genre de choses, parce que ça risque de se produire vraiment. Il y a aussi un mot qui est interdit, qui est le mot « se », donc la mort. Même dans les expressions qui n'ont rien à voir avec la mort, comme par exemple... Chaos. Exactement. Qui veut mort dire de rire. Mort de rire. Voilà. Donc voilà, ça c'était un mot aussi à ne pas dire le jour de l'anniversaire de l'empereur de Jade. Oui, on peut rappeler que l'anniversaire de l'empereur de Jade, vu que c'est souvent très très proche du nouvel an lunaire, c'est aussi le jour choisi par beaucoup de commerces pour ouvrir officiellement. Et du coup, tous les pétards, les offrandes sont faites pour attirer aussi la prospérité, les bons augures. Et c'est ce jour-là que la radio aussi a fait sa grande table d'offrandes devant la porte d'entrée pour dire tiens, le nouveau printemps est arrivé, on recommence une bonne année. Exactement, oui, c'est toujours le 9e jour donc, qui suit le nouvel an lunaire. Oui. Donc pour beaucoup, c'est aussi l'occasion de marquer un petit peu le coup d'envoi de la nouvelle année. C'est ça. Et l'arrivée du printemps aussi, même si il fait encore bien froid. Après, il y en a qui calculent... les cerisiers. Oui, il y en a qui calculent vraiment le calendrier agricole. Donc ça peut être le 5e jour jusqu'au 9e jour, à quelle heure c'est précis et c'est le plus prospère. Donc tu as des commerces qui vont ouvrir peut-être à 4 ou 5 heures du matin, juste symboliquement une demi-heure, faire une petite table d'offrande, allumer les pétards, puis après refermer la porte en disant bon, au moins j'ai accueilli la bonne année prospère et puis je reviendrai dans 2 jours parce que là je suis en congé quoi. Mais on voit ça aussi. Ouais, c'est très intéressant. Au niveau des tabous, il y a encore deux gros domaines en fait qui sont à faire attention. Un, c'est tout ce qui est la propreté et ça dépasse même un petit peu dans les rôles traditionnels aussi. Donc il ne faut pas renverser d'eau sale par exemple. On ne peut pas étendre de sous-vêtements féminins parce que l'empereur de Jade est un homme et donc ce serait un manque de respect. J'ai pas trop compris le principe, mais voilà, j'ai trouvé ça sur plusieurs sites. Donc apparemment c'est quelque chose à éviter aussi. Et puis les hommes doivent éviter de faire des tâches ménagères comme porter de l'eau ou faire la cuisine parce que ça risquerait d'attirer des maladies. Tiens bon. J'ai pas trop compris le principe non plus. Je vais noter. Mais voilà, je vous partage. Bon, si c'est un jour par an et qu'ils peuvent le faire tout le reste de l'année. C'est ça. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui sont à éviter, qui est d'envoyer des choses mauvaises en direction du ciel, en fait. Donc, pour les enfants, ça peut être cracher de l'eau ou bien tirer avec un pistolet à billes, d'envoyer quelque chose qui pourrait blesser vers le ciel, c'est aussi à éviter. D'accord, mais la fumée des pétards, ça gêne pas? Non, la fumée des pétards, c'est positif. Et puis, il faut aussi ne pas montrer le ciel du doigt parce que l'empereur y est et c'est mal poli de montrer du doigt. Voilà, on sait comment se comporter pour l'année prochaine, donc. Eh oui. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage, pour ce que vous avez partagé. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. À bientôt. C'était Floriane Day, Lisa Dufaux et Françoise Boulet.